Bueno, pues entonces continuamos con la sesión y a continuación voy a presentarles al siguiente ponente, que es Laurent Rijoux. Laurent Rijoux es edafólogo y cartógrafo en el CH la Cámara de Agricultura de la Dordoña desde hace más de 15 años, en el que ha sido responsable del laboratorio de suelos. Sus primeros contactos con la micología fueron en el INRA, donde estudió el impacto de las y las ectomicorrizas sobre las condiciones físico-químicas del suelo y sobre la nutrición del fósforo en los hospedantes. Por favor, Logan, cuando quieras. Et là? Oui, c'est ouais. Voilà, donc je recommence. Bonjour à tous. Au cours de mon exposé, je voudrais revenir sur un point de méthode développé au cours du programme MycoSylva. Ce point de méthode, en fait, il s'agit de l'intérêt que peut procurer un diagnostic mycosylvicole pour connaître, comprendre et éventuellement prévoir la croissance de champignons et la pousse de champignons comestibles forestiers à l'échelle d'un territoire. Alors, on l'a vu au cours des journées précédentes et toute la matinée, je crois qu'on le verra encore cet après-midi avec d'autres exposés. L'évaluation d'un territoire forestier par rapport à la croissance et la pousse des champignons comestibles, c'est d'un intérêt extrêmement important, tant en termes d'environnement que de la question économique ou la question sociale. Or, ce que l'on a vu également, c'est que cette production de champignons à l'échelle du territoire, a priori, elle est sous une étroite dépendance, d'une double dynamique. D'un côté, une dynamique spatiale. En gros, c'est la question, est-ce que mon territoire produit partout de la même façon? Et de l'autre côté, une dynamique plutôt temporelle. Ça serait plutôt la question, est-ce que mon territoire va produire à certaines périodes de l'année? Ou, plus important, est-ce que mon territoire continuera à produire dans les 20 ans, 30 ans ou 40 années à venir? Et puis, si on couple les deux dynamiques, spatiale et temporelle, la question qu'on peut se poser, c'est par exemple, quelle est l'association la mieux adaptée à des conditions stationnelles de milieu, une association donc ectomycorhizienne, la mieux adaptée à des stationnels de milieu dans le cadre, par exemple, d'un changement climatique. Donc, forcément, si je veux arriver à gérer cette double dépendance, cette double dynamique, il faut que je connaisse mon territoire. Alors pour connaître ce territoire, en fait, il y a deux grands types de méthodes qui sont toutes issues de méthodes cartographiques et géographiques. La première méthode, elle consiste à faire une cartographie assez systématique du territoire, en s'appuyant par exemple sur des chroniques de récolte. Alors, elle est intéressante, cette méthode, parce qu'elle donne tout de suite une vision du territoire dans son ensemble. Le seul problème, je dirais, c'est que, malgré tout, ça reste une photographie à un instant donné d'un ensemble de conséquences, de mécanismes qui se produisent sur ce territoire. Mais les mécanismes qui sont derrière, je ne les connais pas. Donc c'est pour ça que dans le cadre du projet MycoSylva, on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer une méthode alternative qui consiste à dire, pour connaître mon territoire, je vais essayer de le fragmenter en autant de sous-unités dans lesquelles je vais avoir des fonctions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la production de champignons forestiers comestibles. Ça, je vais le faire en m'aidant d'un diagnostic mycosylvicole et
ben, je n'ai peut-être pas les moyens de le faire sur le territoire en entier dans un premier temps, donc je vais le faire sur un secteur, un plus petit secteur, représentatif de ce territoire forestier. Alors comment je vais faire? Ben, pour fragmenter donc mon territoire forestier, il faut que je divise en compartiments. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un territoire forestier? Si je simplifie à l'extrême, c'est en fait un compartiment qui est lié à tout ce qui pourrait s'appeler la couverture. C'est quoi? Ben, c'est la phytocénose au sens très large, c'est-à-dire la végétation, les arbres, la végétation arbustive, la végétation arborée, herbacée, les cortèges fongiques, mais aussi toutes les pratiques sylvicoles qui s'appliquent dans ce milieu. Donc premier compartiment, la couverture. Deuxième compartiment, finalement, qu'est-ce que c'est que mon territoire? Ben, c'est aussi une forme, c'est-à-dire une pente, plus ou moins accusée, des concavités, des convexités, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels l'eau peut s'accumuler, ou au contraire, des secteurs dans lesquels l'eau peut s'échapper plus rapidement. Et puis, ben, cette forme, c'est aussi une exposition par rapport au soleil, une exposition par rapport à des vents dominants. Deuxième compartiment. Troisième compartiment qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est le compartiment, c'est le support. Le support, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un sol, un ou plusieurs sols avec ses propriétés, c'est de la géologie, de la lithologie. Et dernier compartiment, c'est tout ce qui a trait aux conditions climatiques. Alors, si j'en reste à cette simple fragmentation, est-ce que j'ai tous les éléments pour me permettre de gérer le territoire et mieux le connaître? Ben, en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je vais simplement vous montrer la complexité de ce territoire sur 2 des 4 compartiments, à savoir le compartiment couverture, végétation, et le compartiment sol. En ce qui concerne donc la fragmentation du territoire pour le compartiment végétation, finalement, mon territoire forestier, comme vous le voyez sur la carte là, que j'ai empruntée à mes amis de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, c'est quoi? Mon territoire forestier, ben, c'est un ensemble de peuplements. L'échelle d'appréhension de ce territoire, c'est au moins 1 millier d'hectares en général, et son évolution, c'est-à-dire toutes les modifications qu'il peut subir, en général, elles sont liées aux actions sylvicoles qui s'appliquent à chacun de ces peuplements, c'est-à-dire on est très généralement au-delà de la 50aine d'années. Mais en fait, ce territoire forestier, quand on zoome, c'est malgré tout un ensemble de peuplements locaux. Chaque peuplement local, finalement, il est lié à des pratiques liées à un certain nombre de conditions stationnelles. Et l'échelle, dans ce cas-là, on est à une échelle de l'ordre de 1 hectare, dans lequel on va avoir des actions conduites, par exemple, tous les 15 à 50 ans. On vous montrera, je crois, dans un exposé après, les pratiques qui peuvent justement induire des évolutions à l'échelle de quelques hectares sur ces durées-là. Est-ce que j'ai assez d'éléments avec cette station forestière pour comprendre mon compartiment couverture? Ben, en fait, non, parce que si je zoome encore, finalement, je m'aperçois que dans ce compartiment, j'en ai un autre encore plus petit. Ce compartiment, c'est toute la communauté fongique. Et la communauté fongique, c'est une échelle de l'ordre de 10 mètres, une dizaine de mètres par exemple, le mètre, et une évolution aussi qui est liée au peuplement, donc 10, 50 ans. Si j'en reste là, ben, il me manque encore un élément, parce qu'à l'échelle de mes communautés fongiques, finalement, j'ai des cycles fongiques. Ces cycles fongiques, en général, ils se font sur une année, ils sont liés à la mycorhisation, le développement des ifs dans le sol, l'initiation fructifère et la fructification. Et ces cycles-là, leur échelle d'appréhension, ça n'est plus le millier d'hectares, ni l'hectare, ni le mètre, c'est en fait quelques centimètres en général, et l'évolution, c'est inférieur à l'année. Donc, vous voyez que si je veux arriver à maîtriser tous les éléments d'une partie infime, en fait, de mon diagnostic, de mon compartiment couverture, ben, il va falloir que j'ai un outil, comme le diagnostic mycosylvicole peut me le produire, à différentes échelles. Et l'échelle adaptée
à l'élément du compartiment que je vais étudier. Ça peut être le centimètre, ça peut être l'hectare, comme donc la station forestière au-dessus. Si je veux fragmenter maintenant la partie sol, le compartiment support en fait, le sol, qu'est-ce que c'est qu'un territoire forestier? C'est en fait une association de sols. Cette association de sols, son échelle d'appréhension, c'est en général, c'est vrai que si le territoire n'est pas trop complexe, au moins la centaine de mètres. Dans cette centaine de mètres, j'ai toute une association de types de sols différents. L'échelle d'évolution de ces sols, en général, de ces associations, c'est plutôt aux alentours de 500 ans, en tout cas au-delà de la centaine d'années. Mais dans chacune de ces unités de sol, en fait, je peux avoir des unités, donc des types de sols qui sont aussi eux-mêmes complètement différents. L'échelle, à ce moment-là, c'est bien le type de sol, c'est-à-dire le mètre, et l'évolution, par contre, on est toujours sur des tendances au-delà de 500 ans. Est-ce que j'ai assez d'éléments, si j'en reste à cette fragmentation-là, pour comprendre le compartiment sol? Non, pas vraiment, parce que si je zoome sur un sol, qu'est-ce que je vois? Un sol, c'est quoi? C'est une stratification, c'est des horizons dans lesquels je vais avoir de la matière organique, des horizons dans lesquels je vais avoir des racines, et des racines mycorhizées, et des ifs éventuellement, des horizons où je ne vais pas en avoir, et puis plus profondément, de nouveau, des horizons où je peux avoir des racines, etc., etc. Si je zoome encore une fois sur le compartiment superficiel, un sol, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un endroit où s'accumule de la matière organique. Or, on a vu au cours des exposés précédentes quel rôle pouvait jouer la matière organique dans certaines phases du cycle des cortèges fongiques. Donc ça veut dire que si je veux maîtriser mon compartiment sol, il y a certains éléments que je dois appréhender absolument à l'échelle donc de ces accumulations de matière organique, c'est-à-dire en général sur des horizons qui font quelques centimètres, et à l'échelle donc et qui évoluent sur 1 an à 3 ans. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai? En plus de ça, j'ai une activité biologique qui me structure tous ces horizons. Mais cette activité biologique-là, elle, son échelle, c'est le millimètre ou le centimètre. Et son évolution, c'est la semaine ou la journée. Donc vous voyez que si je veux connaître le territoire et connaître toutes les fonctions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la croissance des champignons, finalement, j'ai besoin d'un outil qui me permette de dire je vais m'intéresser à différentes échelles, sur des pas de temps variables, et ça, sur les conditions climatiques, sur les conditions de sol, sur les conditions de forme du paysage et sur les conditions de végétation. Alors ça a l'air un petit peu simple comme ça, mais ça peut produire un certain nombre d'intérêts. Par exemple, si je veux connaître les conditions, les fonctions, les différentes fonctions qui sont à l'origine de la fructification, par exemple, du bolet. Alors j'avais présenté ces travaux-là lors d'une précédente réunion, je ne vais pas du tout les redétailler. Simplement pour comprendre l'initiation fructifère, on s'est aperçu, en utilisant les travaux antérieurs et les observations que l'on avait pendant le programme Mycosilva, qu'il fallait qu'on sache absolument quelle était la dynamique de l'eau dans mon profil de sol. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour le bolet, si je veux produire une initiation fructifère, j'ai besoin d'une variation d'humidité dans le sol, mais pendant une certaine durée et avec une certaine intensité. Donc si mes sols ne réagissent pas pareil par rapport à la vitesse d'infiltration de l'eau qui tombe par la pluie ou qui arrive par le côté, ils vont forcément ne pas avoir la même réaction par rapport à l'initiation fructifère. Donc pour ça, j'ai besoin d'un diagnostic qui me couple à la fois les propriétés du sol, donc des échelles très fines, et les conditions climatiques. Deuxième exemple, si je veux comprendre les problèmes d'activité biologique dans un sol, par exemple liés à des problèmes de température. Bon, c'est un peu caricatural, la photo du haut vous montre que dans un couvert forestier comme celui-là, on a des taches d'intensité lumineuse différentes. Chaque tache d'intensité lumineuse, si elle est plus importante, par exemple dans le cas d'une éclaircie, va produire une température différente dans le sol, donc des activités biologiques différentes également, et par exemple des processus d'humification et donc de production d'éléments nutritifs également différentes. Le diagnostic Mycosilva me donne des indications, par exemple en termes d'éclairement.
Jean Rondet vous l'a montré. La carte en bas, par exemple, c'est une cartographie qui montre toutes les tâches de canopée manquantes, je dirais, dans lesquelles on a possibilité d'avoir davantage de lumière. L'intérêt, à ce moment-là, il est très fort, puisque quand on suit, par exemple, la température du sol, qui peut avoir une incidence sur cette activité biologique, on s'aperçoit, ce sont les courbes, vous avez marqué soil temperature, l'échelle, vous voyez, c'est 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 25 degrés à chaque trait horizontal. On peut s'apercevoir que la température du sol, à 5 cm seulement sous la surface, elle est quand même fortement, elle tamponne fortement les variations de température que l'on peut mesurer à 1 mètre au-dessus à la surface du sol. Vous avez ici l'échelle de temps. Alors, l'outil qui permet de mesurer ça, on pourra peut-être le détailler si ça vous intéresse, ce sont par exemple des stations météo localisées qui possèdent des petits capteurs que l'on peut implanter dans le sol. Donc, si vous voulez, au travers de ces 2-3 exemples-là, finalement, je peux avoir une méthode qui me fragmente mon territoire en sous-unités de fonctionnement appréhendées aux bonnes échelles. Ça me permet donc d'identifier quels sont les meilleurs paramètres à prendre en compte pour imaginer, prévoir la production de champignons. Je le fais dans un premier temps dans un secteur plus restreint, parce que c'est vrai que les études sont relativement lourdes à mettre en œuvre, un secteur qu'on appelle un secteur de référence. Et les paramètres identifiés dans ce secteur de référence, je peux, en utilisant des outils adaptés, tenter de les extrapoler au territoire forestier dans son intégralité. Et à partir de là, éventuellement, tenter de proposer des gestions différenciées dans le territoire. Ça, c'est un petit peu la théorie. C'est bien joli comme ça, effectivement, sur le papier. Je vais vous montrer au travers d'un exemple, une tentative, si vous voulez, de fragmentation du territoire et d'extrapolation à l'échelle du territoire, que finalement, il y a des données qui vont manquer. Alors, l'exemple, si vous voulez, c'est dans la vallée de l'Esponne, qu'on a déjà introduit ce matin. Donc, oui, la photo est floue. Alors, comment je fais? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape, sur un territoire donné, j'ai besoin de fragmenter mon territoire et de connaître à la bonne échelle quels sont les types de sols, quelles sont les espèces de champignons qui poussent, quels sont les types d'arbres qu'il y a autour, quelle est la pente, et donc de faire une espèce de cartographie relativement fine d'un petit territoire. Là, en l'occurrence, c'est une dizaine d'hectares. Cette cartographie fine, cette fragmentation à différentes échelles, ça me donne, sur ce territoire, 2 grands modèles de distribution. En gros, pour faire assez simple, j'ai un modèle dans lequel je vais trouver préférentiellement, et pas exclusivement, préférentiellement, Boletus spinophilus, c'est celui du haut, et bien je le trouve en fait statistiquement uniquement en milieu du versant. Je le trouve très rarement en sommet de versant. Je le trouve dans des types de sols, alors qu'on appelle en référentiel pédologique français des allocrisols typiques, avec des formes d'humus un petit peu particulières. Et puis le deuxième modèle que je définis, c'est le modèle B, c'est en fait Boletus, cette fois edulis, plutôt en sommet de crête et en domaine peu pentu. Donc, troisième étape, qu'est-ce que je fais? Je définis mon aire de... et je tente d'extrapoler ces facteurs à l'échelle du territoire. Donc, à l'échelle du territoire, donc c'est la vallée de l'Esponne dans son entier, puisque j'ai besoin de la pente, puisque j'ai besoin de l'exposition, j'ai besoin des types de sols, je vais utiliser, par exemple pour la pente, un modèle numérique de terrain qui va me donner la valeur de pente. Un modèle numérique de terrain, pour ceux qui ne savent pas, c'est une image. En chaque point de cette image, j'ai une valeur d'altitude. Donc, la valeur d'altitude, je peux l'avoir tous les 50 mètres, ou tous les 20 mètres, ou tous les 5 mètres, ou tous les mètres. Ça dépend du produit que j'achète. Donc, ça peut me donner une information très précise, ou au contraire, beaucoup plus floue. J'utilise tout un tas d'informations, et ça me permet donc de produire ce genre de carte, qui est à l'échelle de la vallée en entier. Le petit rond représente le secteur de référence que j'ai étudié, et les taches de couleur, des taches rouges, sont des endroits dans lesquels, a priori, préférentiellement, j'ai des conditions de sol
des conditions stationnelles naturelles, hein, puisque là, je n'ai pas pris en compte la partie peuplement, hein, des conditions naturelles plus favorables à la croissance de Boletus, et là, en l'occurrence, c'est Boletus pinophilus. Et donc, je peux extrapoler, si vous voulez, avoir une connaissance de ce territoire. Mais finalement, cet outil me permet d'aller plus loin, parce que ça me permet aussi de connaître les endroits dans lesquels j'ai de l'accumulation d'eau, ou au contraire, des endroits qui sont plus secs, ce qui est quand même important dans la gestion d'un territoire, quand on imagine, par exemple, des problèmes de changement climatique. Ça me permet aussi d'identifier les aménagements, les gestions les mieux adaptées, en fait, à ce type de territoire, et dans les endroits à l'échelle la plus adéquate. Bon, je ne vous cache pas que ça, c'est un travail qui est en cours de réalisation. Ce qui reste à faire, c'est valider le modèle, forcément, puisqu'il va falloir regarder dans les taches rouges, qui sont les endroits les plus favorables, si j'ai bien des champignons, Boletus pinophilus, qui poussent préférentiellement. Alors, la première approche que l'on a pu avoir de validation montre que, effectivement, dans chacune de ces taches rouges, on a Boletus pinophilus, mais on a une station de Boletus pinophilus qu'on n'a pas trouvée sur cette carte-là. Et donc l'intérêt, c'est de savoir pourquoi maintenant, hein, d'aller rechercher dans le détail pourquoi il y a une station qui n'est pas apparue dans le modèle. Donc, s'il fallait résumer le diagnostic mycosylvicole à l'échelle de la forêt, finalement, ça me donne un différent niveau d'appréhension du territoire. Le premier niveau, qui est le niveau le plus vaste, c'est l'échelle du territoire, avec tous ces peuplements différents, c'est-à-dire c'est une échelle de plus de 1000 hectares, et ça me permet de déterminer une cartographie du potentiel. Mais l'avantage de cet outil et de cette méthode, c'est que je peux aller aussi à une échelle beaucoup plus fine. Et ça me permet donc, dans ce territoire, d'aller faire des propositions de gestion à l'échelle de parcelles qui font 1000 à 2000 mètres carrés, s'il le faut. C'est par exemple l'échelle du détourage sélectif dont on vous a parlé ce matin. Mais si je veux encore aller plus loin, c'est intéressant parce que ça me permet, à une toute petite échelle, de dire au gestionnaire, attention, sur quelques mètres carrés éventuellement, là, il va falloir faire attention aux problèmes de matière organique. Il va falloir faire attention aux problèmes de micro-habitats qui peuvent avoir une incidence sur la croissance des champignons. Et là, cette fois, l'échelle, c'est la dizaine de mètres carrés. Mais le problème de l'outil, c'est que cette dizaine de mètres carrés, cette gestion de matière organique, en général, finalement, je n'ai pas la possibilité de la prévoir très finement. Hein, prévoir 10 mètres carrés sur un territoire très vaste, ça, je vous mets au défi d'y arriver. On a quelques idées, mais pour l'instant, finalement, on n'a pas la capacité de le prévoir. On a juste la capacité de dire aux gestionnaires, attention, à cette échelle-là, il faut faire attention à la matière organique, par exemple. Et puis l'avantage de la méthode, c'est que comme elle est multi-échelle et qu'elle comprend les fonctions qui existent entre les différents compartiments, c'est qu'on peut aller d'un niveau à l'autre. On peut remonter au territoire, et du territoire, on peut redescendre également à l'échelle de petits secteurs. Donc en termes de conclusion et de perspective, finalement, quand on regarde les travaux menés pendant 2 ans sur le diagnostic mycosylvicole, on se rend compte que c'est un outil de connaissance, un outil de compréhension, et un outil aussi de partage qu'on peut transférer. Il est multiparamètre et multi-échelle. Ce que je vous ai présenté là, c'est une étude liée à la prévision de la production de champignons comestibles. On peut très bien envisager d'utiliser les mêmes méthodes pour toutes les problématiques dans lesquelles on peut avoir, par exemple, une interaction entre la phénologie racinaire, des problèmes de croissance, des problèmes de maladies éventuellement, liés à des conditions climatiques ou des conditions stationnelles. Là, je pense au déclin, par exemple, au dépérissement de chênes, ou à la problématique de changement climatique. Et puis, ça donne quand même des informations extrêmement précieuses, parce que ça permet de gérer les peuplements à des échelles qui vont de quelques mètres carrés jusqu'à l'échelle d'un territoire. Et donc, ça permet de mieux ajuster la problématique environnementale, sociale et économique d'un territoire. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias, Logan. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión?
Nada. Bueno, pues entonces a ver si a lo largo de las siguientes intervenciones... tiene aquí una pregunta, Fernando. Sí, yo quería comentarle a Laurent, porque sí que es un resultado que quizás no lo he entendido bien, que nos lo aclare en relación a las observaciones que vosotros habéis tenido sobre la fructificación de Boletus pinophilus. Me ha parecido entender que vosotros lo asociabais fundamentalmente a la posición de fondo de valle, por así decir. ¿No ha sido así? Non, non. Boletus pinophilus, on l'a trouvé en milieu de versant. Et uniquement en milieu de versant. Pas en bas de versant où c'est beaucoup plus humide. D'accord. Entonces sí, es una observación que coincide con los datos que nosotros tenemos. Vale, disculpas. Por favor, el técnico del micrófono. Peut-être pour préciser juste un point, donc en fait, parce que la présentation est très riche, ça paraît peut-être un peu scientifique, un peu compliqué, mais disons, sur l'exemple des Hautes-Pyrénées, la carte de potentiel, on va dire pédoclimatique, ou topoclimatique, la topographie et le climat, c'est un outil pour le gestionnaire à l'échelle de la centaine d'années, c'est-à-dire que l'Office national des forêts tient cette carte et sait que dans les zones rouges, c'est là où il va faire un effort particulier pour installer les peuplements les plus intéressants pour produire également des champignons. Bois, champignons, biodiversité, mais également des champignons. Donc peut-être là, à cet endroit, il va faire des aménagements un petit peu particuliers. Tel type de peuplement, un autre favorable, telle densité peut-être, etc. Et ensuite, pour la gestion fine, bien sûr, il va utiliser les informations qu'on aura développées à partir d'une échelle, tu le disais, de 2000 m². Et puis au sol, on va lui faire dire attention, par exemple, le bois mort qu'on laisse en travers de la pente, ça permet de maintenir les feuilles. Et c'est particulièrement dans les feuilles de hêtre, par exemple, que vous allez avoir le Boletus pinophilus dans le cas présent. Et on leur a expliqué pourquoi. Donc il y a bien 3 échelles de gestion. Une échelle de gestion à l'échelle de la centaine d'années, où l'installation du peuplement, et puis ensuite une échelle de gestion beaucoup plus immédiate, à 10-50 ans, et puis ensuite, chaque année, veiller à maintenir la matière organique, à ne pas prélever tout le bois mort qui retient les feuilles. Donc ça, c'est à l'échelle de l'année, voilà, hein, si c'est bien ça. C'est ça, oui. Okay. Sí, ¿alguna pregunta más, por favor? Soy Rafa Alonso del Centro de Investigación Forestal de Balonsadero. Quería preguntar a Laurent, he entendido que utilizaban información también edáfica en sus modelos de potencialidad a escalas, ya digamos, de más de 1000 hectáreas y cosas así. Quería saber si nos podría explicar de qué tipo y a qué resolución disponen de cartografía de propiedades edáficas. Quiero decir, si cuentan con cartografía, por ejemplo, de pHs, a qué resolución cuentan y si tienen de otro tipo de propiedades edáficas. Gracias. Alors, la carte que l'on produit à l'échelle... Ça marche ? Ouais. La carte que l'on produit à l'échelle du territoire, en fait, sa résolution dépend de la couche géographique qui est la moins résolutive. Là, en l'occurrence, la couche la moins résolutive, c'était le modèle numérique de terrain. Hein, donc, puisque c'est du topo pédoclimatique, c'est-à-dire là, on a utilisé un modèle numérique de terrain de 25 mètres, hein, donc des points de 25 mètres. Après, dans ces territoires, d'un point de vue strictement des sols et de la carte des sols, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a à peu près toujours le même modèle hydrodynamique de sol. Donc même si j'ai des sols différents, ils ont le même comportement hydrodynamique. Hein, donc ce n'est pas la carte des sols qui va être limitante, c'est les autres couvertures. Voilà. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
Bien, pues continuamos con la sesión. Perdón. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai travaillé un peu sur les mêmes aspects dans le cadre de ma recherche de maîtrise. Et puis, il y a toujours plusieurs problématiques qui se posent quand on fait une recherche et qu'on veut ensuite extrapoler. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pris vos données in situ ou est-ce que vous prenez les données, même les cartes qui existent déjà, pour extrapoler? Et est-ce qu'il y a des correspondances que vous avez essayé de faire entre les deux pour voir s'il y avait une validité avec... Vous pourriez utiliser les cartes vraiment de façon comme un outil prédictif? Alors, sur ce territoire-là, il n'existe pas de données autres que celles qu'on a pu produire. Okay. Donc, à part, bien sûr, le modèle numérique de terrain que l'on achète, et donc qui a sa propre erreur sur la mesure, je dirais, le reste est dépendant des observations que l'on a pu faire. À la fois la cartographie des champignons, les stations dans lesquelles ils ont poussé, les types de sols, tout ça, ce sont des données qu'on a produites nous-mêmes. Donc après l'extrapolation, effectivement, ça nécessite que l'on fasse un travail de validation en utilisant la même vision, je dirais, la même vision du cartographe. Donc pour l'instant, si vous voulez, il y a concordance, sauf sur un point, entre le modèle et la validation du modèle. Et ce qui est intéressant, ce que je disais, c'est qu'effectivement, le problème, c'est pourquoi il y a une station qui n'apparaît pas, qui ne sort pas. Ça veut dire qu'on n'extrapole pas tout, ou il y a quelque chose en fait qui se produit qu'on n'a pas su voir. C'est ça. Une autre difficulté, c'est que bon, l'écosystème est tellement complexe, Oui. on ne mesure jamais tout. Alors souvent, on peut passer à côté de quelque chose qui peut être important. Alors comment vous avez sélectionné vos variables? Alors, les variables qu'on a sélectionnées, c'est qu'on a repris l'outil diagnostic mycosylvicole qui nous demande d'observer un certain nombre de paramètres. Donc, ces paramètres, on les a tous listés un par un et on a fait, à l'aide des observations, si vous voulez, des statistiques, tout bêtement, et c'est là qu'on s'est aperçu que à 80%, Boletus spinophilus, ou 90%, je ne sais plus, il était en milieu de versant. Il était plutôt dans tel type de sol, etc. Mais ce sont des éléments du diagnostic mycosylvicole. Ces paramètres-là, ils sont issus de cette checklist, en fait, si vous voulez. Okay. Merci. Ah oui, et puis un point important, c'est qu'effectivement, ces cartes de prévision, ou même quand on fait une cartographie fine sur le terrain des croissances de champignons, c'est que sur un territoire comme ça, on a des tâches où ils poussent de façon préférentielle, donc de façon un petit peu plus dense. C'est pas pour ça qu'ailleurs, il n'y en a pas non plus. Donc on a finalement des observations sur lesquelles on a une densité importante, et puis d'autres où, Boletus spinophilus, il va y en avoir aussi des cas isolés. Donc c'est plus des potentialités avec une certaine incertitude malgré tout. On est bien, l'extrapolation est bien à l'échelle d'un territoire, avec une variable... Ça me fait réfléchir en même temps, excusez-moi. Est-ce que vous faites vos projections une variable à la fois, ou est-ce que vous testez les interactions qu'il pourrait y avoir entre variables? Et alors, ça c'est intéressant comme question parce que justement, le problème de la pente, si je fais l'extrapolation simplement sur la pente, bon, je vais avoir, ou l'exposition, on va prendre, l'exposition, si je ne la croise pas à un moment donné avec les possibilités de transfert d'eau que j'ai pu voir par exemple entre différents sols, finalement je vais rater à côté d'une information. Donc il faut à tout moment que l'on croise effectivement des niveaux de données en réfléchissant qu'il y a des fonctions complexes entre les compartiments. Et c'est pour ça que le travail, il n'est pas fait en prenant en compte le peuplement, justement, forestier, parce que là, on introduit encore plus une variable extrêmement complexe, qui est, par exemple, la canopée qui manque à des endroits avec les taches de lumière, etc. Donc, c'est vraiment un travail de prospective, je dirais. Merci. Muy bien, nos queda tiempo para una pregunta más, si alguien quiere formularla. Bien, nada.